Au cœur d'une banlieue française, une vieille tour de béton se dressait encore, fissurée, taguée, méprisée. On l'appelait la verrue du quartier. Les autorités avaient décidé. Elle devait disparaître, exploser sous les bulldozers et les charges de dynamite. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que ses habitants allaient se battre comme jamais, et que cette tour, condamnée à tomber, allait devenir un symbole de dignité. Dans la banlieue nord de Paris, au milieu d'un terrain vague, où l'herbe jaunie poussait entre les parkings fissurés, s'élevait une tour de 20 étages. Un bloc gris, percé de fenêtres où séchaient des draps colorés. Pour les uns, ce n'était qu'un immeuble délabré, une cicatrice de béton qu'on aurait voulu effacer du paysage. Pour ceux qui y vivaient, c'était autre chose, un refuge, une histoire, une famille élargie. On l'appelait la Tour Horizon, mais dans les journaux, on la surnommait la honte du quartier. Les journalistes écrivaient « drogue, misère, violence ». Les politiciens venaient parfois devant, prenaient des photos et promettaient des rénovations, avant de disparaître. Mais derrière les murs craquelés, la vie battait encore. Des enfants jouaient au ballon dans la cour, des mères se prêtèrent du sucre et du lait, des anciens racontaient les souvenirs des premières années. Quand la tour venait d'être construite, dans les années 70, symbole de modernité et de progrès. Au 10e étage vivait Aïcha, une adolescente de 16 ans, fille d'immigrés algériens. Chaque matin, elle descendait en courant les escaliers tagués, saluait le concierge fatigué et partait au lycée. On se moquait souvent d'elle à l'extérieur. « Tu viens de la tour poubelle ?» disaient ses camarades. Elle faisait semblant de rire, mais son cœur se serrait. Pourtant, chez elle, elle trouvait une chaleur que personne de l'extérieur ne pouvait comprendre. Un soir, une affiche apparut dans le hall d'entrée. Elle portait un logo officiel et un titre en lettres noires. Démolition prévue, relogement des familles en cours. Les habitants se rassemblèrent aussitôt, la bouche ouverte, le regard inquiet. Démolition ? Mais on va aller où ? Cria une mère de famille. Relogement ? Et dans quel quartier ? Et à quel prix ? Renchérit un vieil homme. Le concierge soupira. C'est décidé, paraît-il. La mairie veut effacer la tour. Un silence lourd envahit le hall. Aïcha sentit un frisson lui traverser le corps. Son appartement, ses souvenirs, ses voisins, tout allait disparaître sous les bulldozers. Mais ce que la mairie n'avait pas prévu, c'est que les habitants de la tour n'avaient pas l'intention de se laisser effacer si facilement. Le lendemain, la cour de la tour bouillonnait d'agitation. Les habitants, d'ordinaire repliés dans leur quotidien, s'étaient rassemblés comme une seule famille. Certains brandissaient l'affiche de démolition froissée, d'autres hurlaient leur colère. Des enfants couraient entre les jambes des adultes, sans vraiment comprendre pourquoi les visages des grands étaient si tendus. « Ils veulent nous disperser », s'exclama Karim, un chauffeur de bus du 15e étage. « On va finir éparpillés dans des logements hors de prix, loin de nos écoles, loin de nos voisins. C'est ça, leur relogement. » « Ils détruisent pas qu'un immeuble », ajouta Madame Martin, une retraitée du 2e. « Ils détruisent nos vies. » Aïcha regardait ces gens qu'elle connaissait depuis toujours. Son voisin qui lui avait appris à faire du vélo, la vieille dame qui lui offrait des bonbons, les petits qu'elle gardait parfois après l'école. Tous semblaient soudain fragiles, menacés comme des oiseaux qu'on veut chasser de leur nid. Le soir, une réunion improvisée se tint dans le local associatif au rez-de-chaussée. Des chaises en plastique s'entassaient, les murs étaient couverts d'affiches défraîchies. Mais la salle était pleine à craquer. Karim tapa du poing sur la table. On ne peut pas laisser faire, on doit s'organiser. Organiser quoi ?
soupira une mère. Ils ont les papiers, les lois, la police. Nous, on a quoi? Un silence pesant tomba, jusqu'à ce qu'une voix claire s'élève. C'était Aïcha. On a nous, et on a la vérité. Tous se tournèrent vers elle. Ses joues rougissaient, mais sa voix ne tremblait pas. Les journaux disent qu'on vit dans une poubelle, que cette tour est une honte. Mais ils ne voient pas ce qu'il y a dedans. Ils ne voient pas l'entraide, les repas partagés, les rires des enfants. On doit leur montrer ce qu'ils refusent de regarder. Un murmure parcourut la salle. Pour la première fois, les regards se rallumèrent d'une étincelle d'espoir. « Elle a raison, » dit Madame Martin. « Qu'on vienne filmer nos vies, qu'on sache qui on est vraiment. » Alors, ils décidèrent. Ils allaient écrire, filmer, témoigner. Chaque famille raconterait son histoire. Ils partageraient leur voix partout où ils le pourraient, sur Internet, dans les journaux indépendants, dans la rue. La tour, qu'on voulait faire taire, allait crier son existence. Et ainsi, dans ce local sombre et étroit, naquit une résistance. Quelques jours plus tard, la façade décrépite de la tour Horizon se transforma en scène vivante. Les habitants, armés de pinceaux et de bombes de peinture, décidèrent de lui redonner un visage. Là où les murs portèrent des fissures et des insultes, apparurent des fresques colorées, des enfants riant, des poings levés, des mots simples mais puissants. Nous existons. Pas de démolition sans justice. Notre maison, notre dignité. Aïcha, perchée sur une échelle, traçait en grandes lettres la tour qui ne veut pas tomber. Chaque coup de pinceau vibrait comme une déclaration. Les passants s'arrêtaient, sortaient leur téléphone, filmaient. Les images se répandirent sur les réseaux sociaux, à une vitesse fulgurante. Le soir même, des journalistes indépendants vinrent interviewer les habitants. Madame Martin raconta ses 30 années passées dans cet immeuble, les fêtes de quartier, les enfants qu'elle avait vus grandir. Karim parla des loyers qui montaient partout, ailleurs, et du piège qu'on leur tendait. Et Aïcha, les yeux brillants, lança face à la caméra. « Vous nous appelez honte. Mais la vraie honte, c'est d'effacer des vies comme si elles ne comptaient pas. » Le reportage fit le tour d'Internet. Dans les commentaires, des centaines de voix s'élevèrent. « Bravo, courage, sauvez la tour. » Mais la mairie, elle, ne resta pas silencieuse. Quelques jours plus tard, un communiqué officiel fut publié. La tour Horizon sera détruite pour des raisons de sécurité. Les habitants seront relogés dans de meilleures conditions. Toute tentative d'occupation illégale sera sanctionnée. Le message était clair. L'État ne céderait pas. Ce soir-là, dans le local associatif, la tension monta d'un cran. « Ils veulent nous écraser, » dit Karim. « Mais s'ils pensent qu'on va partir sans se battre, ils se trompent. »« Ils ont les bulldozers, » murmura quelqu'un. « Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ?» Aïcha prit une grande inspiration. « On peut occuper la tour, jour et nuit. On ne partira pas. Qu'ils viennent avec leurs caméras et leurs policiers. Ils devront nous déloger devant tout le monde. » Un silence parcourut la salle. Puis, peu à peu, les têtes se redressèrent, les regards s'embrasèrent. Oui, ils allaient rester jusqu'au bout. La tour Horizon, qu'on disait condamnée, devenait désormais une forteresse de résistance. L'occupation commença un lundi matin. Les habitants se relayèrent pour garder l'entrée, accrochant des banderoles au balcon. On ne partira pas. La tour vit. Justice. Dans le hall, des tables furent installées avec du café, du pain, des couvertures. On avait l'impression que la tour, autrefois endormie, s'était réveillée en une seule respiration. Les enfants couraient dans les couloirs
avec des drapeaux faits de draps colorés. Les anciens, assis sur des chaises pliantes, surveillaient l'ambiance d'un air grave mais fier. Aïcha filmait chaque instant avec son téléphone, envoyant les images en direct sur les réseaux sociaux. Au bout de 2 jours, les premières voitures officielles arrivèrent. Des policiers sortirent, casque sous le bras, accompagnés d'agents municipaux. Un officier s'avança, haut-parleur à la main. « Cette occupation est illégale. Vous devez évacuer les lieux immédiatement. » Les habitants se serrèrent les uns contre les autres dans la cour. Des voix montèrent. « On ne bouge pas. C'est notre maison. » Aïcha s'avança devant la ligne des policiers. Son cœur battait à s'en rompre, mais elle leva bien haut son téléphone. « Vous voulez nous expulser? Alors tout le pays verra comment vous traitez des familles, des enfants, des anciens. » Le direct sur Internet s'enflamma. Des milliers de spectateurs envoyaient des messages de soutien. Certains annonçaient déjà leur venue pour épauler la tour. Les policiers hésitèrent. L'ordre d'évacuation était clair, mais les caméras braquées sur eux l'étaient encore plus. Finalement, l'officier recula. « Nous reviendrons. » Et ils repartirent, laissant derrière eux un mélange de soulagement et d'inquiétude. Cette nuit-là, les habitants restèrent éveillés, veillant à tour de rôle. Karim plaisanta. On dirait qu'on est devenus les gardiens d'un château. Mais au fond, chacun savait que ce répit ne durerait pas. Les bulldozers étaient déjà prêts, et les autorités ne reculeraient pas éternellement. Alors, Aïcha, assise à la fenêtre de son appartement, serra son cahier contre elle. « Si la tour doit tomber, murmura-t-elle, alors elle tombera avec nos voix gravées dans chaque pierre. » Et dans le silence de la nuit, la vieille tour craquelée paraissait se dresser encore plus fièrement, comme si elle entendait la promesse de ses enfants. 3 jours plus tard, à l'aube, le vacarme des moteurs déchira le silence. Des camions de police, des fourgons blindés et, derrière eux, 2 énormes bulldozers se garèrent devant la tour Horizon. Le soleil se levait à peine que déjà, une armée en uniforme encerclait l'immeuble. Les habitants s'étaient préparés. Dès les premières lueurs, des guetteurs avaient réveillé tout le monde. Les familles sortirent avec leurs sacs, leurs banderoles, leurs casseroles, qu'elles frappaient en cadence. La cour se transforma en marée humaine. Les enfants brandissaient des pancartes. « Ma chambre n'est pas à vendre. Relogement, exil. » Un officier prit la parole, le visage fermé. « Pour la dernière fois, évacuez les lieux. Après, nous interviendrons de force. » Un silence pesa quelques secondes. Puis Karim, la voix tremblante mais ferme, répondit « Si vous voulez nous déloger, il faudra nous porter un par un. » Alors, d'un seul mouvement, les habitants s'assirent par terre, formant une chaîne humaine devant l'entrée. Aïcha, au milieu d'eux, filmait en direct. Son téléphone vibrait sans cesse. Des dizaines de milliers de spectateurs suivaient la scène. Les policiers avancèrent. Les boucliers brillaient. Les bottes résonnaient. On entendit les premiers cris, les corps qu'on soulevait, les larmes des enfants. Mais chaque fois qu'un habitant était emmené, un autre prenait sa place. Et soudain, au bout de la rue, des silhouettes apparurent. Des étudiants, des militants, des voisins venus d'autres quartiers. Ils avaient vu le direct, ils avaient accouru. En quelques minutes, la foule doubla, puis tripla. Des chants s'élevèrent. « La tour vivra, la tour vivra !» Les journalistes arrivèrent à leur tour, caméras pointées sur les affrontements. L'image d'un enfant en pleurs tenant une pancarte passa en boucle sur toutes les chaînes. Face à cette marée humaine et aux caméras du pays entier, l'officier hésita. Les bulldozers
restèrent immobiles. Finalement, il ordonna le repli. Les policiers reculèrent sous les cris de victoire. « On a tenu, on a tenu !» Ce soir-là, la tour vibrait comme jamais. Les habitants avaient gagné une bataille. Mais dans son bureau, le maire serrait les dents devant l'écran de télévision. « Il croit avoir gagné, » murmura-t-il. « Demain, je sortirai les grands moyens. » Et pendant que la tour Horizon célébrait, l'ombre d'un affrontement encore plus violent se dessinait déjà. Le lendemain, les journaux du matin titraient en lettres grasses « Affrontement violent dans une cité insalubre. Des familles manipulées par des activistes. La tour Horizon, un symbole de désordre. » Aïcha serra le papier entre ses mains. Elle n'en croyait pas ses yeux. « Mais ils mentent. Ils disent qu'on est violent alors qu'on a juste chanté. » Karim, assis au café du rez-de-chaussée, soupira. « Tu crois qu'ils vont montrer les enfants qui pleurent? Non. Ils montrent 3 jeunes qui crient, et ça y est, on devient des émeutiers. » Le soir, le maire donna une conférence de presse. Derrière son pupitre, costume impeccable, ton paternaliste, il déclara « Nous voulons protéger ces familles. La tour est dangereuse, menacée d'effondrement. Il faut les reloger pour leur sécurité. Mais certains extrémistes utilisent leur misère pour créer le chaos. Nous n'accepterons pas. » Ces mots tombèrent comme des coups de couteau. La tour, encore une fois, était décrite comme un problème à effacer. Dans le local associatif, l'ambiance était lourde. Certains habitants commençaient à douter. Peut-être qu'ils ont raison. Et si la tour s'écroulait vraiment, murmura une mère. Et si on finit à la rue, ajouta un autre. Un silence pesant s'installa, jusqu'à ce qu'Aïcha frappe du poing sur la table. « Arrêtez, ils veulent nous diviser. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous briser de l'extérieur, alors ils essaient de nous retourner les uns contre les autres. » Elle sortit son téléphone, les yeux brillants. « On doit montrer la vérité, pas leurs mensonges. La vérité de nos vies. » Alors, ils lancèrent une campagne. Chaque famille raconta son histoire devant la caméra. Une mère qui avait élevé ses enfants seule, un vieil homme qui avait travaillé toute sa vie à l'usine voisine, des jeunes qui rêvèrent de devenir médecins ou architectes. Les vidéos se multiplièrent sur les réseaux sociaux, formant une mosaïque bouleversante. La tour Horizon n'était plus un problème, c'était une communauté. Peu à peu, des voix s'élevèrent au-delà du quartier. Des intellectuels, des artistes, même quelques élus commencèrent à soutenir publiquement la lutte. On parlait désormais de la dignité de la tour. Mais dans l'ombre, le maire préparait un coup bien plus dangereux. Un soir, Karim entra en trombe dans le hall, le visage blême. « J'ai entendu, ils veulent couper l'électricité et l'eau. » Un silence glacé envahit la pièce. Ils allaient tenter de briser la tour par la faim et la soif. Le lendemain matin, le hall de la tour Horizon était plongé dans une semi-obscurité. Les ampoules s'étaient éteintes d'un coup, et les ascenseurs restaient bloqués, portes ouvertes, comme des bouches muettes. Au robinet, plus une goutte ne coulait. « Ils l'ont fait », murmura Madame Martin, en tournant la poignée d'eau froide. Dans les étages, les enfants pleuraient, les bébés avaient soif. Les habitants se rassemblèrent dans la cour, les visages fermés. Certains commençaient à perdre courage. « On ne peut pas tenir sans eau ni sans lumière », dit une mère, la voix tremblante. « Ils veulent qu'on craque », répondit Karim. « Si on part, ils auront gagné. » Aïcha leva son téléphone, même si la batterie s'épuisait vite sans électricité. Elle filma les seaux vides, les lampes éteintes, les enfants serrés dans les bras de leurs parents. Sa voix tremblait,
mais son regard brûlait. Voilà ce qu'ils nous font. Ils veulent nous effacer par la faim et la soif. Est-ce ça, la République? Est-ce ça, la justice? La vidéo fit l'effet d'une bombe, partagée des milliers de fois. Elle provoqua une vague d'indignation. Des associations humanitaires sonnèrent l'alarme. Des camions de bénévoles se présentèrent devant la tour, apportant de l'eau, des lampes solaires, des vivres. La police tenta de les bloquer, mais les images de la confrontation circulèrent partout. Le soir, le quartier entier vibrait de solidarité. Des voisins d'autres immeubles formaient une chaîne humaine pour apporter des packs d'eau et du pain. Les chants résonnaient encore plus fort. La tour vivra, la tour vivra. Dans l'obscurité de son appartement, Aïcha regardait par la fenêtre les centaines de bougies allumées au balcon. Chaque flamme vacillante était un défi lancé aux autorités. Mais alors qu'elle souriait timidement, une notification apparut sur son téléphone. Un message anonyme. « On sait qui tu es, arrête, ou tu seras la prochaine à tomber. » Son cœur se glaça. La lutte prenait désormais une tournure plus dangereuse, ciblant non plus seulement la tour, mais ceux qui osaient la défendre. Cette nuit-là, Aïcha ne dormit pas. Elle fixait l'écran de son téléphone, le message anonyme toujours affiché. Ses mains tremblaient. Elle avait l'impression qu'à tout instant, quelqu'un pouvait frapper à la porte. Le matin, Karim remarqua son visage blême. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle hésita, puis lui montra le message. Ses yeux s'assombrirent. « Ils essaient de te faire peur. Ça veut dire que tu es devenu leur cible. » Aïcha sentit un poids dans sa poitrine. « Et si ça marche? Et si ma mère risque quelque chose à cause de moi ?» Karim posa une main ferme sur son épaule. « Écoute-moi, Aïcha. Tu n'es pas seule. Tu es devenue la voix de cette tour. Si tu te tais, c'est eux qui gagnent. » Elle inspira profondément. Elle savait qu'il avait raison. Alors, ce soir-là, elle lança un direct, le visage à découvert, sans maquiller sa peur. « On m'a menacé. On m'a dit que je devais arrêter ou je tomberais. Mais je ne vais pas tomber, parce que si je tombe, des centaines d'autres tomberont avec moi. Moi, je choisis de rester debout. » Ces mots résonnèrent au-delà du quartier. Le live fut partagé par des milliers de personnes, relayé par des artistes, des enseignants, même des élus de l'opposition. Sur Twitter, un hashtag devint viral, « Je suis la tour ». Le lendemain, une surprise attendait les habitants. Devant la tour, des centaines de personnes s'étaient rassemblées. Étudiants, retraités, familles venues d'autres villes. Ils tenaient des pancartes. « On ne détruira pas nos vies. Solidarité. La tour est la nôtre. » La police, arrivée pour maintenir l'ordre, resta figée face à cette marée humaine. L'État voulait isoler la tour, mais elle était devenue le cœur battant d'une révolte. Aïcha, émue aux larmes, murmura à Karim. « Tu vois, ce n'est plus seulement notre combat, c'est celui de tout un peuple. » Mais au même instant, dans le bureau feutré du maire, un conseiller chuchotait à l'oreille de son supérieur. « Si on ne frappe pas maintenant, elle deviendra intouchable. » La bataille finale approchait. À l'aube du 5e jour d'occupation, la rue entière résonna d'un grondement sourd. Cette fois, ce n'étaient plus quelques camions de police. C'était une véritable colonne. Des fourgons blindés, des cordons de TRNS casqués, des bulldozers stationnés derrière. « Ils reviennent, et ils sont décidés », murmura Karim en observant par la fenêtre. Dans la cour, les habitants s'étaient déjà rassemblés, main dans la main. Des centaines de soutiens venus d'ailleurs formaient une marée humaine devant la tour. Des journalistes filmaient en direct, des drones bourdonnaient au-dessus des toits. Le pays entier retenait son souffle. Un officier avança,
mégaphone en main. Évacuez immédiatement, c'est votre dernier avertissement. Un silence tendu suivit. Puis une voix claire, tremblante mais ferme, s'éleva. C'était Aïcha. Cette tour est notre maison. Vous pouvez casser le béton, mais pas notre dignité. Aujourd'hui, le monde entier vous regarde. Si vous nous frappez, vous frappez la République elle-même. Les applaudissements éclatèrent, des chants montèrent. La tour vivra, la tour vivra. Les policiers s'avancèrent. Les boucliers se levèrent. On sentit la tension prête à exploser. Mais soudain, une image fit le tour des écrans. Une fillette de 6 ans, perchée sur les épaules de son père, tenant une pancarte écrite au feutre rouge. « Ne détruisez pas ma chambre ». Les caméras zoomèrent. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. En quelques minutes, le hashtag « Ne touchez pas à ma tour » devint numéro 1. Des milliers de messages inondèrent les plateformes, appelant à arrêter la violence. L'officier hésita. Les ordres étaient clairs, mais le pays entier regardait. Chaque geste brutal deviendrait une preuve, chaque coup une condamnation publique. Derrière lui, le maire appelait, furieux, exigeant l'intervention. Mais devant lui, ce n'étaient pas des émeutiers, c'étaient des familles, des enfants, des anciens, et une jeunesse debout. Alors, dans un silence lourd, l'officier abaissa son bras. Repli. Les policiers reculèrent. Les bulldozers restèrent immobiles. Et dans la cour, un cri de victoire monta, immense, irrépressible. Aïcha sentit ses larmes couler. La tour n'était pas tombée. Pas aujourd'hui. Et peut-être plus jamais. La tour Horizon n'était plus une cicatrice de béton. Elle était devenue un symbole. Les images de la fillette tenant sa pancarte avaient fait le tour du pays, puis traversé les frontières. Dans les journaux étrangers, on parlait désormais de « la tour qui ne voulait pas tomber ». Sous la pression médiatique, les autorités reculèrent. Le maire, acculé, annonça à contre-cœur. Après consultation avec les associations et les habitants, la démolition de la tour Horizon est suspendue. Nous allons travailler à une réhabilitation du site. Ces mots furent accueillis par une explosion de joie. Les habitants pleuraient, riaient, s'embrassaient. Dans la cour, Aïcha serra sa mère dans ses bras. Karim leva les yeux vers la façade et murmura « On a gagné ». Les semaines suivantes, la tour changea de visage. Des architectes engagés vinrent proposer des rénovations participatives. Les murs se couvrirent de fresques peintes par les habitants et les artistes venus de toute la France. On organisa des fêtes de quartier, des concerts, des projections de films. Ce qui avait été méprisé devenait un phare de créativité et de solidarité. Un jour, un journaliste demanda à Aïcha « Qu'est-ce que cette victoire signifie pour vous ?» Elle sourit, les yeux brillants. « Qu'on ne doit jamais croire, ceux qui disent qu'on ne vaut rien. Même une tour fissurée peut tenir debout quand ceux qui l'habitent refusent de tomber. » La caméra captura son visage. Derrière elle, la tour s'élevait, fière, bariolée de couleurs et de mots, dignité, fierté, horizon. Et ainsi, ce qui avait été surnommé la honte du quartier devint un monument de gloire. On peut vouloir effacer les murs, mais on ne peut pas effacer les vies qui les habitent. La dignité d'un peuple est plus solide que le béton. Abonne-toi, car d'autres histoires d'injustice et de victoire t'attendent. Et chacune prouve que même les murs les plus fissurés peuvent devenir des symboles de lumière.